Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour notre émission Parlons Patrimoine, qui est de plus en plus écoutée. On a de plus en plus de messages très sympathiques de vous et ça nous fait très, très plaisir. Et je commence tout de suite sans perdre de temps avec mon édito. Dès le déclenchement du confinement, la France s'est rendue compte que sa désindustrialisation en particulier et celle de l'Europe en général la mettait dans une situation de dépendance. Les politiques ont comme toujours hurlé au scandale, reproché à leurs prédécesseurs d'avoir laissé une telle situation s'installer, mais pour une fois, pas que. Des réunions se sont tenues et une réindustrialisation au niveau européen s'est décidée, ou en tout cas se dessine. En septembre 2020, l'État a promis de débloquer 35 milliards pour investir dans l'industrie. J'ai envie de dire, il était temps. Mais cette fois, le mouvement est européen et va être coordonné. Un nouveau plan de 30 milliards lancé par Bruno Le Maire est venu le renforcer. Tous ces milliards me tournent la tête et j'en oublie peut-être quelques-uns. Pour mémoire, l'industrie représentait autour de 20% du PIB en France dans les années 90. Elle n'en représente aujourd'hui plus que 12,4%, dont 10% pour l'industrie manufacturière. À titre de comparaison, l'industrie compte pour 20,3% du PIB en Allemagne. Il est de 19% au Portugal. Les projets d'installation d'usines s'élevaient entre janvier et juin à un peu plus de 190, soit 80% de plus par rapport à la même période de l'an dernier. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par le cabinet Ancoris, spécialisé dans l'accompagnement des collectivités locales, un observateur privilégié sur le terrain. Le premier étage de la fusée de réindustrialisation s'appelle relocalisation. Et ce sont des grands groupes européens qui rapatrient une partie de la production, essentiellement du sud-est asiatique. La relocalisation en France avance à tout petits pas. Et d'ailleurs, l'enveloppe d'aide qui lui est destinée n'est que, si je peux m'exprimer ainsi, de 1 milliard. En revanche, l'attractivité des PECO. Alors, les PECO, ce sont les pays d'Europe centrale et orientale, est un vrai sujet et ils pourraient augmenter fortement leur production, surtout avec des coûts de transport élevés et encore plus si les échanges sud-sud augmentent. Ils pourraient jouer le rôle que le Mexique joue pour les États-Unis. Je ne vais pas oublier le Portugal, qui lui aussi devrait participer à ce mouvement. Le sujet est lancé, nous allons maintenant commencer à débattre tout d'abord cette relocalisation, mythe ou réalité. Alors là, David, c'est à vous que je vais parler de ces pays où on est en train d'entendre que la Pologne est en train de devenir l'usine de l'Allemagne, que ça se développe à fond. Même chose pour l'Ukraine qui pourrait prendre ce rôle. On a des bas salaires, on est très en proximité de l'Europe. C'est quelques heures de camion. Ça pourrait même aider à des développements et redévelopper du ferroviaire et avoir des lignes directes qui transportent la marchandise. On serait sur des coûts bas, sur des coûts énergétiques très bas. Enfin, voilà. Donc, tout ça, comment vous l'entendez, comment vous le voyez, comment ça vous inspire? David, il faut mettre le micro. Désolé. Bien. Premièrement, c'est une bonne chose. La conséquence, en fait, c'est la conséquence de la hausse du coût du travail en Chine et de tous les problèmes que l'on a vus avec bien entendu la crise du Covid. Alors maintenant, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est concrètement, en termes pour l'économie, qu'est-ce que cela veut dire? Et il y a fort à parier que ça vienne alimenter un petit peu l'inflation, puisque malgré tout, même si les coûts sont bas, etc., il y aura quand même des surcoûts à se relocaliser. Et ça m'étonnerait que les entreprises prennent ça uniquement sur leur marge, et d'autant plus qu'il est tout à fait probable que les consommateurs soient prêts également à payer un peu plus cher, puisque le discours de on ne peut pas dépendre de l'autre bout du monde pour nos médicaments, pour nos biens stratégiques, etc., est un discours qui passe bien. Donc, normalement, moi, je pense que cela devrait se concrétiser. Le bon point, c'est que cela va avoir un impact immédiat en termes d'emploi dans la zone euro, ce qui est toujours une très bonne chose parce que, encore une fois, c'est là que le bas blesse dans notre économie. Et vous, Kevin? Oui, c'est-à-dire que, comme le soulignait très justement David,
cette tendance-là, elle prédate la pandémie. C'est-à-dire qu'elle est liée, comme le disait très justement David, à la hausse des salaires en Chine. Hein. Et pour rappel, les salaires en Chine, sur les 10-15 dernières années, ils ont augmenté de 250%. Hein. Donc, ça reste très en deçà des salaires qui sont payés dans nos économies dites développées, mais ça a fortement remonté. Et puis, c'est aussi la conséquence des tensions commerciales avec les États-Unis. Il y a des opportunités, on pourra y revenir avec plaisir. Il y a aussi des risques, il me semble. C'est que de rapatrier des chaînes de production, ça induit une productivité qui est potentiellement moindre parce que c'est moins efficient. Hein. C'est-à-dire que la tendance des 20 dernières années, c'était plutôt d'aller chercher justement des gains de productivité, de l'efficience à tout coût, j'ai envie de dire, ou à tout prix. Ça, c'est des choses qui pourront revenir. Et puis aussi, potentiellement, avec ce risque de rapatriement des chaînes de production, il y a aussi un risque de voir une forme de déglobalisation associée aussi à une forme d'étatisme, mais ça aussi, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, on va dire, en agrégé. En plus de ça, il y a des coûts qui sont relativement élevés. Alors, si on prend l'autre côté de la médaille, hein, le côté positif, vous parliez de la Pologne. C'est intéressant qu'il y a justement un rapport qui a été émis par le ministère polonais des Finances et qui évalue à peu près une vingtaine de milliards par an de gains en termes de croissance du PIB pour les pays d'Europe de l'Est. Donc ça fait beaucoup. Hein. Voilà, sur ces 20 milliards-là, il y en aurait 9 qui seraient qui bénéficieraient surtout à la Pologne. C'est 1% du PIB polonais par an. C'est extrêmement conséquent hein, en termes de gains potentiels. Et alors, tout ça, c'est positif pour l'Europe, donc positif pour nous. OK, ça va être un petit peu plus cher, mais ces pays, ils ont un passé de la production, ils ont un savoir, ils ont un savoir-faire, ils vont s'améliorer. On est aussi dans cette mouvance chère à David et à beaucoup de l'ISR. C'est plus près, donc ça sera moins coûteux en énergie à transporter. Qui dit réindustrialisation et qui dit relocalisation, c'est aussi qu'on va travailler avec des usines ultra neuves, ultra modernes, donc avoir des choses moins consommatrices d'énergie, plus respectueuses. On a aussi en Europe une pression sur la législation qu'on fera mieux appliquer et sur laquelle on pourra être plus précis vis-à-vis de ces pays qu'on ne l'est vis-à-vis de la Chine. C'est-à-dire qu'une Allemagne et une France réunies effrayeront plus la Pologne qu'on ne puisse effrayer la Chine. Donc, moi, j'ai l'impression que tout ça, c'est bon. Et là-dessus, c'est Maël que j'aimerais entendre. Est-ce que c'est bon, Maël? Est-ce que ça vous paraît bon? Moi, je trouve que c'est le bon moment en plus. Les politiques ne s'y sont pas trompés. Hein. Alors, ça avait commencé le phénomène avant le Covid. Alors, le Covid, c'est une aubaine pour eux pour accélérer les choses. Juste une petite remarque sur la Pologne. On sent déjà que c'est déjà d'actualité puisque le prix de l'immobilier bondit en Pologne. Du coup, qui dit prix de l'immobilier dit salaires qui vont augmenter également. Et donc, la production va coûter plus cher. Ça, c'est un point quand même non négligeable. Donc, le schéma qu'on a vu se produire en Chine, on peut le revoir ici. On se produire également en Pologne. Je dirais que c'est plutôt bien puisque le timing est parfait. Il n'y a plus de puces, donc plus aucune production qui peut être lancée, plus de voitures neuves. Le marché de la voiture d'occasion, par exemple, s'est envolé. Tout est beaucoup plus cher. Les salaires augmentent. Donc, les gens sont prêts à payer un peu plus également leurs biens de consommation. Les matières premières se sont emballées également. Donc, tout coûte plus cher. Et du coup, tout rapprocher en Europe, finalement, tout produire sur place. Moi, je pense que c'est le sens de demain, être autosuffisant ou presque, et être indépendant des autres pays. Aujourd'hui, il y a un conflit mondial entre les États-Unis et la Chine, et nous, on est un petit peu au milieu. On est un peu le dindon de la farce. Et donc, produire en Europe, en Pologne, dans les pays de l'Est, moi, je trouve que c'est le sens de l'histoire. Alors, je vais rebondir sur un mot. Autosuffisance de l'Europe. Ça vous inspire quoi, David? Autosuffisance de l'Europe. Vous en pensez quoi? Vous pensez qu'on peut vraiment être autosuffisant ou que c'est un but à atteindre? Ça me paraît difficile, difficile en tous les cas, au moins à moyen terme, parce qu'il y a des choses qui demandent tout simplement de reconstruire des capacités de production. Ça prend du temps et donc l'autosuffisance, moi je n'y crois pas. En revanche,
la moindre dépendance sur des biens stratégiques et ciblés, ça, oui, j'y crois tout à fait et je pense que c'est tout à fait possible et c'est ça qu'il faut viser. Alors, cette fois-ci, c'est à Kevin que je vais m'adresser. Donc, OK, on relocalise une partie en Pologne. La Pologne va subir dans quelques années l'effet de la Chine, donc les salaires vont augmenter, donc tout va se renchérir. Ça veut dire que la prochaine étape, c'est quoi? C'est retour en France, retour en Europe occidentale, puisque tout le monde sera au même prix. Et en fin de compte, on pourra à nouveau reproduire chez lui, puisque les autres auront des coûts salariaux identiques. Ça sonne juste ça ou c'est juste un doux rêve? Alors, oui, mais on va dire à quelques caveats près, à quelques précisions près, c'est que malheureusement, les choses ne sont pas aussi manichéennes. Premièrement, sur la Pologne, vous parliez de la hausse des coûts, la hausse des salaires en Pologne, c'est déjà une réalité. C'est-à-dire que l'inflation salariale en Pologne, elle est de 10% actuellement. C'est beaucoup, hein. L'inflation au sens large en Pologne, elle est entre 5 et 6%. Là aussi, c'est beaucoup. Et on a des taux polonais qui sont extrêmement bas. Et donc ça, ben, voilà, on est dans un contexte, vous comprenez, où on frôle, on va dire, un peu la surchauffe. Donc ça peut être une bonne nouvelle, on va dire, à moyen terme. Pour les marchés obligataires polonais, ce n'est pas forcément la meilleure des nouvelles. Sur le retour, on va dire, la relocalisation généralisée, comme le dit David, ça prend du temps, ça coûte beaucoup d'argent de relocaliser ces chaînes de production. Je ne suis pas convaincu que les dirigeants d'entreprise ou les directeurs financiers, leur priorité, vu le contexte actuel, ce soit uniquement de faire de la relocalisation. Et c'est ce qu'on a vu en 2020. En 2020, il y a eu moins de relocalisation qu'il y en a eu en 2019. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que ce n'est pas qu'une histoire de coûts. C'est-à-dire qu'en Chine, oui, les salaires, ils ont remonté en Chine et ça explique une partie du mouvement. Mais la Chine, elle a aussi démontré cette année qu'elle a très bien géré la crise épidémique. Elle a su très rapidement remettre en marche ses chaînes de production. Elle a des avantages compétitifs qui sont on va dire non négligeables par rapport à des pays d'Europe de l'Est ou d'autres pays du sud-est asiatique, que ce soit en termes de capacité de production, de coordination de cette production-là, un système de santé qui est aussi très performant. Donc, ça va prendre du temps et pas que parce que ça demande beaucoup d'investissement, aussi parce qu'il y a du savoir-faire ailleurs que chez nous. Très bien. Eh bien, on va clôturer ce mini-débat pour passer maintenant à Teddy Cognier de la société Fentum, qui est venu nous la présenter, une société un petit peu particulière. Bonsoir Teddy. Teddy, on ne vous entend pas. Bonsoir Bernard, attendez, salut. Le son est bon normalement. Donc, le son est bon. Le son est d'accord. Alors, juste avant de commencer à nous présenter Fentum, peut-être juste une remarque sur cette relocalisation, sur cette réindustrialisation. La réindustrialisation, c'est vrai que quelque part, au travers de Fentum, on peut vous en parler parce que l'Allemagne, c'est un peu notre territoire. Fentum distribue notamment 2 sociétés de gestion allemandes. Et c'est vrai que l'Allemagne, sur ce phénomène de relocalisation, je pense que c'est un peu le leader en Europe sur ce thème-là. C'est un pays où il y a un tissu. Et du coup, c'est vrai que quelque part, c'est une thématique qui nous est un peu chère. Et c'est vrai qu'il est peut-être encore un petit peu tôt pour se prononcer sur le sujet, mais de la vision de notre équipe de gestion, c'est vrai que, comme le disait l'un des interlocuteurs tout à l'heure, être leader, être indépendant, être autosuffisant en Europe, et je pense que c'est une bonne marche à suivre, et ça passera par des pays très fortement industrialisés, très fortement développés comme l'Allemagne. D'accord. Alors, Teddy, juste avant que vous commenciez à nous parler de votre société, vous avez votre bande passante qui n'est pas très bonne. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de couper l'image et de garder juste le son pour qu'on ait tout sauvé. Voilà, donc j'espère que ça va être mieux là. Donc, allez-y, je vous laisse nous présenter la société Fentum SA. Donc, Fentum SA, qu'est-ce que c'est ? Alors, Fentum, c'est l'entreprise qui s'occupe de la commercialisation et de la distribution de 2 sociétés de gestion. MindFirst Asset Management et Etena Independent Investor, 2 sociétés de gestion qui sont totalement indépendantes et donc dont Fentum s'occupe de toute la stratégie de distribution en France et en Europe. Et aujourd'hui,
Bernard, on est là pour échanger et vous proposer de discuter autour de la société, d'une de ces deux sociétés, en l'occurrence MindFirst Asset Management. Car MindFirst Asset Management, c'est une société de gestion totalement indépendante qui fait à peu près entre 4,5 et 5 milliards d'actifs sous gestion aujourd'hui. Et MindFirst a une vraie particularité, c'est que les équipes de gestion sont indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de directeur de la gestion qui impose une vue stratégique et une vue en termes d'investissement aux différents gérants. Donc, les gérants ont totale liberté et peuvent exprimer leurs talents. Et c'est ça la vraie particularité de MindFirst, c'est que les gérants sont aussi très expérimentés. Ils ont entre 25 et 30 ans d'expertise sur leur gestion. Et du coup, c'est vraiment une plateforme d'accueil pour des personnes et des gérants expérimentés. Alors, comme il n'y a pas de directeur de la gestion et qu'il n'y a pas de vision commune, ça veut dire qu'à l'intérieur des fonds de MindFirst, on peut avoir des résultats complètement décalés. Donc, une année de très mauvais résultats pour l'un, d'excellents résultats pour l'autre. Il n'y a pas de valeur commune. Alors, en fait, si tu veux, il y a plusieurs thématiques de gestion. Il y a d'une part une équipe action européenne au travers de deux solutions. Un fonds Small Mid Cap Allemagne qui s'appelle MindFirst Germany Fund et un autre fonds qui s'appelle MindFirst Top European qui est un multicap européen. À côté de ça, il y a une autre équipe qui s'occupe des actions internationales où il y a trois solutions. Un fonds action internationale à lecture, un fonds action internationale. Et enfin, on a une équipe qui, elle, travaille sur la thématique plutôt de la dette émergente. Et oui, il peut y avoir des résultats très contrastés d'une année à l'autre selon les fonds. Et c'est là notre objectif en tant que nous, Fentoum, de proposer les bonnes solutions aux différents professionnels d'investissement selon les époques et les moments de l'année. Alors, MindFirst, c'est combien de fonds, la société de gestion, et combien de fonds vous distribuez? Puisque comme vous êtes indépendant de la société de gestion, vous êtes peut-être, enfin je ne sais pas d'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que vous distribuez tous leurs fonds ou est-ce que vous faites une sélection et vous ne distribuez pas tous leurs fonds? Alors, Bernard, nous distribuons tous leurs fonds si possible. Mais c'est vrai que dans une stratégie de développement et de conseil, on ne va pas distribuer tous les fonds à tous les professionnels. MindFirst, aujourd'hui, gère 10 fonds. Aujourd'hui, nous, en France et aux professionnels d'investissement, nous proposons 5 fonds. Et aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous proposer de parler de deux solutions. D'une, qui est la spécificité et un vrai savoir-faire de MindFirst, c'est le fonds MindFirst Germany Fund. Et l'autre fonds dont je vous parlerai, c'est le fonds MindFirst Global Equity. Alors, on va juste répéter le deuxième, parce que comme la bande passante n'est pas très bonne, on va juste répéter. Le deuxième fonds, c'est MindFirst Global. MindFirst Global Equity, qui est un fonds action internationale multithématique. Allez, commençons par celui-là. Commençons par le fonds action internationale multithématique. L'idée est simple, c'est pour l'équipe de gestion d'investir sur les entreprises leaders ou qui seront leaders sur les 5 à 10 prochaines années, quelle que soit la thématique, quel que soit le secteur et quelle que soit la géographie. Pour faire très simple et très concis, c'est un fonds aujourd'hui qui est exposé sur 3 zones géographiques, les principales zones surtout d'investissement et les zones où il y a un peu d'argent, c'est l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Répartition assez équilibrée, un tiers, et une vraie volonté de s'exposer sur différentes thématiques d'investissement. Pour être très précis, par exemple, la technologie de l'information, tout ce qui est nouvelle technologie, ne représente que 20 à 25% du portefeuille. Donc, c'est très important de noter que ce n'est pas un fonds de tech. La corrélation entre notre fonds MindFirst Global Equity et le Nasdaq se situe entre 20 et 25%. À l'intérieur de notre fonds, on retrouve tout ce qui est aussi e-commerce, on retrouve de la santé, on retrouve de la pharma, on retrouve aussi du luxe. Et pour être aussi un peu différenciant, c'est vrai que la plupart des fonds internationaux, la France représente souvent une part infime. Chez nous, chez MindFirst, dans le fonds MindFirst Global Equity, la France représente 10% du portefeuille. Donc, c'est vraiment un pays qu'on souhaite mettre en avant au travers des thématiques du luxe ou des cosmétiques. On parle de choses que l'on connaît, je pense bien sûr L'Oréal. Ce fonds, vous avez plutôt un biais croissance ou plutôt un biais value ou vous n'avez pas de biais?
Alors, le fonds a vraiment croissance. L'idée, c'est d'aller chercher des entreprises qui ont des croissances de chiffre d'affaires fortes et stables. D'accord. OK, on va passer au fonds Germanie, au fonds allemand. Bien sûr. Alors, le fonds allemand, le fonds de Germanie, c'est un fonds emblématique de la société MainFirst Asset Management. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a peu d'offres sur le marché français de fonds small et mid-cap Allemagne. C'est un territoire qui n'est pas évident à travailler parce que localement, il faut être présent en Allemagne. Nous, on est présent, bien entendu, parce que notre société de gestion est basée à Francfort. Et il faut bien sûr parler allemand parce que les sociétés allemandes communiquent peu généralement, à la différence de sociétés françaises ou anglo-saxonnes. Donc, c'est vrai que pour avoir accès à ce tissu d'entreprise, de PME, ce tissu industriel du Mittelstand, c'est un important travail, c'est un important tissu industriel allemand, c'est vrai qu'il faut être localement présent et parler allemand. Et du coup, c'est vrai que c'est une forte opportunité, ce fonds MainFirst Germany, car on a accès à des qui ont une capacité de exportatrice assez intéressante. Qui plus est, pour nous, c'est un très bon moment d'investissement dans le sens où, dans cette période post-Covid, c'est vrai que les investisseurs vont s'intéresser surtout à des zones ou à des géographies où les entreprises ont une certaine stabilité. C'est vrai que l'Allemagne a quand même des finances assez saines et donc rassurer les investisseurs. De plus, il faut noter que dans une période, encore une fois… Juste une petite question, je vais t'interrompre, pardon. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à avoir pour un investisseur français ou pour un investisseur français vivant au Portugal, comme c'est le thème de l'émission, une allocation sur l'Allemagne en particulier, et pourquoi ne pas se contenter d'un fonds européen, ou alors de cibler un fonds allemand quand il y a une vraie différence sur la rentabilité que pourrait avoir un fonds pur allemand par rapport à un fonds européen ou un fonds français. Mais est-ce que vous n'êtes pas dans la ligne? Si on regarde le résultat par rapport aux fonds français cette année ou aux autres fonds de small cap européens, vous êtes vraiment au-dessus? Alors aujourd'hui, MainFirst Germany Fund, il est à peu plus de 18-19% de performance en termes de performance depuis le début de l'année. Depuis son lancement, aujourd'hui, c'est un fonds depuis 2007 qui fait à peu près 15% de performance annualisée. Ce qu'il faut noter pour nous, c'est qu'encore une fois, on propose des solutions sur des moments idéaux, on va dire ça comme ça, dans le sens où, dans une période post-Covid, c'est vrai que beaucoup de pays développés ont des plans de relance assez importants. Ces plans de relance, ça va profiter bien sûr aux entreprises exportatrices. L'Allemagne a un tissu d'entreprises exportatrices et pour nous, c'est un formidable moment de capter cette croissance directement. Un fonds européen pur, qui sera bien sûr développé sur d'autres pays, en France, la Suisse, l'Espagne, etc., n'aura pas cette opportunité totale, on pense, de capter cette croissance. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est un tissu, encore une fois, où on travaille sur des petites et moyennes valeurs, où les capacités de développement et les capacités de croissance sont beaucoup plus importantes que sur les grandes valeurs européennes. Très bien. C'est maintenant le temps de la conclusion. Je vous laisse conclure, Tétik, un peu comme vous le souhaitez, sur l'un, l'autre fonds ou sur les choses en général ou sur comment vous envisagez votre développement, parce que je rappelle que vous êtes un peu un nouveau venu en France. Ça fait combien de temps que vous êtes en France? Alors, on est arrivé en France en 2017. Il a fallu déjà dans un premier temps effectivement se faire référencer sur les différentes plateformes, se faire connaître, s'établir un petit peu. Aujourd'hui, MainFirst en France, pour vous donner un chiffre, c'est près de 500 millions d'euros d'actifs. La collecte s'est accélérée parce que nos solutions sont en termes de performance très intéressantes pour les investisseurs. On souhaite vraiment les proposer de plus en plus aux particuliers et aux conseillers de gestion de patrimoine. Notre clientèle pour l'instant étant plutôt, on va dire, les banques privées et les sélectionneurs de fonds et les asset managers. On souhaite vraiment s'étendre maintenant un peu plus auprès de notre clientèle. Et ce qui est vrai, c'est qu'on propose des solutions, encore une fois, différenciantes. Un fonds de small mid-cap allemand, c'est vrai qu'il y en a peu sur le marché. Et ça, c'est une des premières choses. Et c'est pour ça qu'on le met en avant et qu'on trouve une opportunité intéressante pour nos investisseurs. On va continuer notre développement, être de plus en plus présent sur le terrain, essayer encore une fois d'apporter de nouvelles solutions. Il y a des nouveaux fonds qui vont arriver dans notre gamme.
On va continuer notre travail de labellisation aussi, car l'ensemble de nos fonds dont je vous ai parlé sont labellisés ESG par le label allemand FNG ou alors par le label luxembourgeois LuxFlag. Et notre souhait, c'est vraiment un peu plus connu, bien entendu, auprès des acteurs importants sur le marché français. D'accord. OK. Bah, écoutez, Teddy, on vous remercie beaucoup pour ce partage de savoir. On vous dit à très bientôt. Et c'est maintenant au tour… À très bientôt, Bernard. Au revoir. Et c'est maintenant au tour de David Calfon avec son point marché. Merci Bernard. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique des marchés. Bien, nous avons eu un mois de septembre qui a été fidèle à sa réputation de mauvais mois de performance boursière. Les indices ont globalement baissé de 5 à 2% selon les zones, ce qui ramène les marchés là où ils étaient avant l'été. Alors on connaît tous les coupables, les craintes de contagion suite aux problèmes rencontrés par le promoteur immobilier chinois Evergrande, une économie en décélération, une dynamique d'inflation plus forte que prévu et enfin des politiques monétaires qui prennent un tournant légèrement plus restrictif. Alors, je vous propose de faire un point un peu plus détaillé sur l'inflation. Alors, je sais, vous allez dire encore l'inflation, c'est un sujet dont nous parlons régulièrement, mais il est suffisamment important pour mériter ce temps que nous lui consacrons. Pour le mois de septembre, l'inflation en zone euro est ressortie plus élevée que prévu, à 3,4% contre 3% le mois précédent. C'est le niveau le plus élevé depuis plus de 10 ans. L'inflation cœur, c'est-à-dire en enlevant le prix des biens les plus volatiles, dont l'énergie, est ressortie à 1,9% contre 1,6%. Alors, malgré cette hausse, on constate toujours que l'inflation en Europe est fortement influencée par des effets de base et quelques facteurs spécifiques, dont la hausse des prix de l'énergie. Toutefois, la crise énergétique actuelle devrait continuer d'alimenter les tensions, même si les gouvernements tentent de réduire l'impact sur les prix, notamment ceux de l'électricité, par des mesures ponctuelles, comme en France, en repoussant l'indexation des tarifs au coût de production. Ce qui est sûr, c'est que le boom des réouvertures a provoqué des pénuries multiples, renchéri l'approvisionnement en matières premières et parfois augmenté drastiquement les délais d'approvisionnement. Mais la durée et l'ampleur de ces hausses de prix commencent à produire des effets secondaires. L'inflation devient suffisamment durable pour modifier le comportement des agents économiques. Les entreprises n'absorbent plus intégralement la hausse des coûts en compressant temporairement leurs marges et ça commence à se répercuter sur les clients. Quant aux ménages, confrontés à la hausse des prix d'un grand nombre de biens et services de leur panier de consommation, ils perçoivent peu à peu son impact sur leur pouvoir d'achat. Ce phénomène provoque des négociations salariales au sein d'un marché du travail qui se normalise et dont certains segments subissent les déséquilibres hérités de l'épisode Covid. Alors, chez Samso Investment Solutions, nous n'avons pas de prévision d'inflation. Comme je le dis souvent, notre métier n'est pas de prédire l'avenir, mais de nous adapter aux imprévus, voire de les anticiper. Et ce qui n'est pas prévu en ce moment, c'est un vrai retour de l'inflation. Alors, je pense qu'il serait bon de s'y préparer. Comment? En sélectionnant pour les actions des valeurs qui ont la possibilité de passer les hausses de prix aux consommateurs, ainsi qu'en repondérant certainement les valeurs bancaires qui, malgré le rallye élevé de cette année, le rallye fort de cette année, restent quand même sur des valorisations encore déprimées. Pour la partie obligataire, il s'agit de rester sur la partie courte de la courbe en ne dépassant pas les maturités 2024. Maintenant, une question. Bernard, Maël, est-ce que vous partagez ce point de vue? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, c'est tant mieux, quoi. C'est tant mieux. C'est-à-dire qu'on a toujours eu de l'inflation et il y a eu une petite période, mais vraiment une petite période, une parenthèse. Alors, c'est vrai que ça a duré presque 10 ans, enfin plus de 10 ans même. Avec, je ne me rappelle plus très bien, mais à l'intérieur de ces 10 ans, il y a eu un moment, une ou deux petites tentatives de reprise qui s'est tout de suite avortée. Mais voilà, mais l'inflation, c'est quelque chose de sain. Je me rappelle l'année dernière, quand Marc Toiti venait parler, il parlait de l'inflation comme du cholestérol, le bon cholestérol, le mauvais cholestérol, et c'était une de ses expressions favorites. Aujourd'hui, on est à 2% d'inflation, hors énergie, 1,9%. OK, il y a l'effet Covid, il y a l'effet rattrapage, il y a ces relocalisations dont on a parlé. Il y a des hausses de salaire. Ça fait quand même assez longtemps qu'il n'y a pas eu de hausse de salaire. Hein. Donc, il y a des hausses de salaire qui reviennent. Donc,
des sociétés qui en profitent pour augmenter leur prix. Et donc, d'ailleurs, récemment, il y a BMW qui a publié ses résultats. Avec moins de ventes, il y a plus de profit. Donc, le profit, il est lié à quoi? Il est lié à la réduction des coûts et il est lié à l'augmentation des prix, puisque comme c'est un peu plus compliqué d'obtenir des voitures aujourd'hui du fait de la crise des puces, il y a moins de réduction sur les prix. Traditionnellement, la voiture, c'est un peu de réduction de prix. Là, il y a moins de réduction, donc ça fait monter. Donc, moi, j'ai envie de dire, voilà, tout va bien, tout est normal et c'est tant mieux. Et maintenant, le danger, il a juste changé de côté. Au lieu que le danger, ça soit qu'on dérape et qu'on rentre dans une inflation négative et que ça soit la catastrophe pour tout le monde et que ça réveille les plus forts cauchemars américains, eh ben, on rentre dans une inflation positive. Donc maintenant, on va avoir peur que ça dérape, que l'inflation monte et on va rentrer dans les cauchemars français des années 80 et allemands des années 30 qui furent les cauchemars de notre jeunesse, enfin de notre jeunesse professionnelle. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je vais laisser Maël s'exprimer. Non, mais je partage assez votre point de vue, Bernard. Je lisais un article ce matin intéressant sur le fabricant justement de puces, pour faire le lien avec votre édito de tout à l'heure, qui disait qu'il y avait une telle demande qu'il avait augmenté ses prix d'entre 7 et 10%. Bah, c'est un peu, voilà, on va peut-être atteindre la limite dans l'autre sens, c'est que les salaires, ils n'augmenteront jamais de 7-10%, que tout va devenir un petit peu plus cher. Et donc, il faut qu'on reste dans ce range de prix viable où les entreprises sont plus rentables, plus profitables. Les salaires augmentent suffisamment pour que les foyers français puissent continuer à avoir le même train de vie. Mais il ne faudrait pas que ça déborde. Si ça déborde, on sera bien embêté. Alors, moi j'ai une question très difficile à poser. On va profiter que Kevin est resté avec nous pour la lui poser à Kevin. Pendant longtemps, remettez votre micro, Kevin, pour la réponse. Pendant longtemps, on n'a pas eu d'inflation à la production, mais on a eu une inflation des actifs. Et c'était un petit peu le sujet de la fois passée. L'or a monté, l'immobilier a monté, les marchés ont monté, en fin de compte, les obligations ont monté. Tout a monté, sauf les prix à la production. Maintenant, si on retourne vers une inflation des prix à la production, est-ce qu'il est envisageable que ces mêmes actifs baissent? Donc, alors là, ça va faire peur, mais qu'on ait une baisse de l'immobilier, une baisse des actions, une baisse des obligations, ça c'est pour sûr, une baisse de l'or, et que tous ces actifs qui ont été portés, enfin peut-être, c'est moi qui dis, mais qui auraient éventuellement pu portés par l'absence d'inflation, pourraient maintenant recéder la place de la hausse à l'inflation et eux ne pas bouger. Ça, c'est une belle question difficile, Kevin. Merci. Tout ça en 2 heures, c'est ça. Merci Bernard. Non, enfin, sur le phénomène d'inflation des prix des actifs, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, la source de cette inflation-là, ça a été les programmes d'achat d'actifs, ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire qu'on injecte beaucoup de liquidités et ça se retrouve pas forcément ou pas directement ou moins directement dans l'économie réelle. La réponse qui a été apportée à la crise du Covid, ça a été une réponse monétaire, donc ces injections de liquidités, à laquelle s'est adjoint une réponse budgétaire, et donc là qui se retrouve beaucoup plus rapidement dans le prix de ces actifs. Le contexte de l'inflation, il y a l'inflation sur les salaires, est-ce qu'il y a une destruction, en tout cas une destruction des salaires réels, ça on verra bien. Par contre, il y a une question à laquelle il est important de répondre sur l'inflation, c'est quelle va être la réaction des banques centrales. C'est-à-dire que comment est-ce qu'elles vont faire pour essayer de justement rester dans ce couloir que mentionnait Maël, que ça s'écarte pas trop non plus. Et avec, dans le même temps, la priorité ou la préoccupation de justement de ne pas faire dérailler, de ne pas faire éclater toutes ces bulles qui se sont créées, que ce soit lié à l'immobilier par exemple ou au prix des actifs. Et on le voit en Chine, David parlait tout à l'heure de Evergrande, ce qui se passe en Chine, c'est bien une velléité des autorités chinoises de dégonfler des bulles liées à l'immobilier. Et ça ne se passe pas toujours, on va dire, de façon linéaire. Ça fonctionne aussi par à-coups. Donc, oui, il va y avoir vraisemblablement, on va dire, moins d'injection de liquidité. Et par contre, ça va être tout l'exercice de funambule des banquiers centraux. Ça va être d'essayer de faire en sorte qu'ils arrivent à contenir ces pressions sur les prix sans faire éclater ces bulles, parce que, on va dire, le spectre de la japonification des économies, il existe bien. J'ai une question pour David. On parle toujours d'éclatement des bulles, des choses comme ça. C'est possible de ne pas faire éclater des bulles? Alors, je sais bien qu'en fin de compte, on appelle une bulle que quand elle éclate. C'est-à-dire que quand elle éclate, on vous dit, vous voyez, c'était une bulle parce qu'elle a éclaté.
Mais est-ce qu'on a des exemples un petit peu dans le passé, dans l'économie, où on a vu des phénomènes d'actifs X ou Y fortement monter et petit à petit se dégonfler sans éclatement, avec un retour à la normale sur plusieurs années? Il y a quelque chose qui résonne, David, là-dedans? Malheureusement, pas grand-chose. En revanche, il y a un point qui est sûr, c'est que pour avoir une bulle, il faut un emballement, il faut une exagération à la hausse. Et pour le moment, dans les actifs, si on parle même du marché des actions, certaines personnes peuvent être tentées de dire oui, les marchés actions, ils n'ont pas arrêté de monter, donc il y a une bulle. Mais prenons le cas de l'inflation. Vous l'avez dit très justement, cette inflation, il y a pas mal de sociétés qui vont profiter pour augmenter les prix et augmenter leurs profits. Et donc, ce que l'on achète quand on achète des actions, c'est une dynamique bénéficiaire. Donc, normalement, on dit toujours que les actions sont un bon hedge, sont une bonne couverture contre le risque inflationniste. Et donc, c'est pour ça que je ne vois pas le marché action s'effondrer du fait d'une inflation qui se mettrait en place. Maintenant, ce qui peut se passer, ce qui peut faire chuter les marchés, c'est plutôt la crainte d'un dérapage de la Fed. C'est effectivement si on sent que les banques centrales ne sont plus en contrôle, qu'elles sont juste en train de courir après l'inflation et qu'il faut qu'elles remontent les taux d'intérêt beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fort que prévu. Là, effectivement, le marché peut prendre peur. Mais pour le moment, on n'y est pas du tout. D'accord. Maël, vous en pensez quoi de tout ça? Ouais, je ne sais pas où on va. Je sais pas où on va. Je pense qu'à un moment, le risque, c'est que les États ne pourront plus contenir l'inflation. C'est déjà difficile en temps normal, mais là, les États, ils sont ruinés. Donc, contenir l'inflation et produire de la monnaie, je pense que ça y est, hein, on arrive au bout de l'histoire. Donc, je ne sais pas comment, enfin, vers quoi on va, mais en tout cas, il va falloir espérer croiser les doigts qu'il n'y ait pas des bulles, hein, puisque comme on le saura après si je vous écoute, hein, que c'était des bulles. Mais moi, je pense sérieusement que l'inflation, elle va continuer à évoluer. Moi, ce qui me fait peur, c'est le prix des matières premières, parce qu'il y a une demande tellement importante et ils n'arrivent pas à suivre. Et même si un jour ils arrivent à suivre, ça ne sera pas avant 3 ou 4 ans. Donc, je pense qu'on a plusieurs années un peu compliquées devant nous. Bon. Mais je ne suis pas Alors, économiste, je laisse ces messieurs. dernière question pour Kevin, et ensuite ce sera à David de conclure. Donc l'inflation, cette inflation qui vient, elle est destructrice de monnaie. C'est la base de l'inflation, elle détruit de la monnaie, et c'est pour ça qu'on en produit plus pour produire la monnaie détruite. Comme le quantitative easing, il avait été créateur de monnaie, est-ce que vous pensez que l'un pourrait être l'antidote de l'autre? Ou l'un est l'antidote de l'autre? Oui, c'est-à-dire que là encore, ces politiques de relance, qu'elles soient en l'occurrence monétaire, elles visent bien à stimuler les prix. D'accord? Donc leur retrait, hein, un billet moins incommodant, moins d'achat d'actifs, des taux d'intérêt qui remontent, eh bien, ça vient là aussi freiner cette dynamique de prix, de prix qui remontent. Et toute la difficulté de l'exercice, et comme le disait David tout à l'heure, parfois on peut sembler un peu obsessionnel sur ce risque de l'inflation, c'est pourquoi est-ce que ces taux d'intérêt montent? Pourquoi est-ce que cette inflation elle monte? Ce qu'on a vu au premier trimestre de cette année, c'est des taux d'intérêt qui montent, des anticipations d'inflation qui montent, parce que les perspectives de croissance, elles vont s'améliorant. Et ça, c'est très bien absorbé par les marchés d'actions. Et on l'a vu sur le premier trimestre de cette année. Les cycliques, elles marchent bien, les banques, elles fonctionnent bien. Ce qui fait peur, c'est que si l'inflation, les taux d'intérêt montent, l'inflation, les anticipations d'inflation montent, alors que dans le même temps, les anticipations de croissance, elles se dégradent. Pourquoi? Parce qu'on craint que les banquiers centraux ils soient bousculés et qu'ils ne maîtrisent pas trop les résultats. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer après ça? C'est soit, on va dire, l'inflation, mécaniquement, elle va petit à petit se réduire parce qu'il y a moins de goulot d'étranglement, parce que les anticipations de croissance, elles commencent un peu à se normaliser aussi. Soit, on continue à être dans cet environnement-là avec des taux plus élevés, des anticipations plus élevées et un ralentissement de la croissance qui continue. Et dans ce cadre-là, on peut se cacher nulle part. La seule alternative, c'est le cash, et c'est le cash qui est roi dans ce contexte-là. Et c'est pour ça que ça soulève autant de questions. D'accord. David, à vous de conclure. Alors, en effet, il y a deux issues sont possibles seulement, mais
très clairement, ce côté mesuré de l'inflation va être clé. Et donc, il va falloir suivre. On sait maintenant qu'on était parti sur une inflation qui était temporaire. On sait maintenant que ça va durer un petit peu plus longtemps que prévu. Maintenant, il va falloir mesurer l'intensité de cette hausse d'inflation parce qu'effectivement, si on reste quelques mois autour de, comme on l'a vu, 2% hors frais d'énergie pour l'inflation cœur, si on reste autour de 2% pendant plusieurs mois, je pense qu'il n'y aura pas trop de sujets. Il faut juste vérifier que ces 2% ne se transforment pas en 2,5%, 3%, voire 3,5%. Et c'est ce que nous regarderons donc dans les prochains mois et c'est dont nous aurons l'occasion de reparler. Ok, c'est super, merci beaucoup. C'est maintenant au tour de nos spécialistes du droit, Maël Toledano, Julien Milekevich, qui vont interroger Mélanie Ribeiro, notaire à Lisbonne, sur le testament et la clause bénéficiaire d'assurance vie au Portugal, et donc tout particulièrement pour les résidents français au Portugal, qui ont l'habitude de transporter ou de porter leur contrat avec eux et de voir comment ces mouvements de clauses peuvent avoir de l'effet. Donc, bonsoir Mélanie, Bonsoir. venez de nous rejoindre. Julien. Bonsoir. Voilà, Julien est avec nous. Bonsoir. Pas de Larsen, bravo Julien. Super. Merci Bernard, je savais que ça allait vous faire plaisir. Voilà. Bon, ben c'est maintenant à vous Maël de conduire un petit peu ce débat. Je vous laisse la parole et je me tais. Alors aujourd'hui, nous allons étudier les implications du choix de la mise en place d'un testament pour un client français résidant au Portugal. Alors ce n'est pas anodin et ça doit réellement être pris en considération lors d'un déménagement sous peine de ne pas respecter les volontés du défunt. Nous allons nous poser les questions de savoir comment cela fonctionne-t-il. Est-ce que c'est pertinent de garder cette structuration avant de déménager? Et si oui, quels sont les points d'attention? Pour ce faire, je m'entoure de spécialistes, donc maître Mélanie Ribeiro et donc mon acolyte Julien Milekevich. Julien, c'est à vous. Merci Maël. Juste en introduction, avant de laisser la parole à maître Ribeiro, pour un bref rappel, en vertu du règlement de l'Union européenne depuis 2015, c'est la loi de pays de résidence habituelle qui s'applique au moment du décès d'une personne. Donc, ce qui signifie qu'en dépit de votre nationalité, si vous décédez au Portugal, ce sera la loi civile portugaise qui sera potentiellement applicable, sauf si vous avez choisi, puisque le règlement européen de 2015 le prévoit, la possibilité que ce soit la loi successorale de votre nationalité, donc dans l'hypothèse du français au Portugal, la loi civile française. Comme vous l'avez dit Maël, le testament est largement utilisé en France pour la préparation à la transmission de son patrimoine, mais pas uniquement pour cela, pour certaines dispositions extra-patrimoniales aussi. Il peut prendre une forme holographique, authentique devant notaire. Et la première question moi, que j'aurais, maître, c'est si je suis résident ou enregistré au Portugal pour des raisons fiscales, que j'y possède des biens ou non d'ailleurs, est-il nécessaire de faire un testament au Portugal? Première question. Et puis, si oui, quelles sont les conditions de validité d'un testament portugais? Alors, la nécessité de faire un testament ou pas, tout dépend de la volonté de chacun, de sa situation familiale. Il faut analyser dans sa situation familiale concrète quelles sont les implications face à la loi successorale portugaise, si elle lui convient ou pas, et éventuellement faire ce choix de la nationalité si la loi portugaise ne convient pas à la personne concrète. Et si j'ai déjà fait avant mon arrivée au Portugal un testament en France, j'ai déjà été bien entouré en France par mes conseillers, le notaire, tout simplement, et que j'ai déjà fait avant mon arrivée au Portugal un testament en France, et que j'y ai intégré des dispositions qui sont parfois des dispositions 100% françaises, qui voyagent assez mal. Je pense à la donation au dernier vivant, je pense au legs d'usufruit. Est-ce que ça pourrait poser difficulté au regard de la loi portugaise, ces dispositions? Par sécurité, je pense qu'il est toujours important. Par sécurité, je pense qu'il est toujours important de faire le choix de la loi française de celle de la nationalité comme étant applicable à la succession pour qu'il n'y ait aucun doute. Parce que au sein du règlement, s'il y a une disposition testamentaire qui a été prise avant l'entrée du règlement européen, si elle a été prise en fonction de la loi qui était applicable à l'époque, on appliquera cette loi.
même si l'entretemps, le règlement est entré en vigueur. Maintenant, si c'est une disposition testamentaire récente, il faut vraiment faire le choix de la loi nationalité si ces dispositions ne sont pas encore en accord avec la loi portugaise. Si je m'installe au Portugal, il n'y a pas de spécificité, en tout cas de conditions particulières pour rendre mon testament français compliant au regard de la loi portugaise. Alors, non, non, il est parfaitement accepté. J'ai bien compris, comme souvent dans nos métiers, c'est une situation au cas par cas, en fonction des objectifs et des choix de chacun. Mais le fait d'avoir un testament qui a été déposé auprès d'un notaire, ou même un testament holographique, fait des années auparavant, avant mon arrivée au Portugal, ne posera pas de problème au moment de mon décès au Portugal au regard du droit. Non, aucun problème. Au regard du droit civil. Et puis, autre élément, vous le savez sans doute, que les Français utilisent largement pour transmettre leur patrimoine, c'est le contrat d'assurance vie et la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Et nous, on le recommande parfois auprès de nos clients pour donner date certaine à la clause bénéficiaire du contrat et pour être sûr qu'elle soit parfaitement conforme, parfaitement retrouvée et exécutée le moment venu, donc au moment du décès, c'est de la déposer auprès d'un notaire français. Donc, ma première question, est-ce qu'il existe ce même type d'usage au Portugal, puisque je sais que le Portugal connaît le contrat d'assurance vie, premier point. Et puis, vous le savez peut-être, on aime bien l'architecture autour des clauses bénéficiaires en France, on en parlait dans l'émission précédente. Est-ce que vous avez au Portugal le même type de spécificité avec des clauses plus particulières que d'autres pour la clientèle que l'on rencontre, vous et moi? Oui. Il peut y avoir des clauses plus particulières que d'autres. Il n'y a pas des clauses typifiées dans un contrat d'assurance vie. Maintenant, il y a un instrument qui est beaucoup utilisé en France, qui est le démembrement. Alors, le démembrement simple est accepté et parfaitement viable au Portugal et accepté au Portugal. Par contre, le quasi-usufruit, non. Donc, si je comprends bien, parce que justement, vous avez ce que je voulais évoquer, c'est ce fameux clause de démembrement, cette clause bénéficiaire avec démembrement de propriété. Ça, le démembrement simple, nue propriété usufruit, est parfaitement viable sur des produits financiers. Ici, on entend l'usufruit comme le droit aux intérêts de ce produit financier, pas l'usage du capital. Donc, si avant mon arrivée au Portugal, j'ai mis en place une clause bénéficiaire avec un démembrement de propriété, pour rappel, bénéficiaire la plupart du temps, mon conjoint à titre de quasi-usufruit, donc de quasi-propriétaire. Mes enfants, eux, ne touchent rien, ils sont simplement titulaires d'une créance de restitution, on ne parle même pas de fiscalité. Est-ce que ça poserait problème si je décède au Portugal et que la succession s'ouvre suivant la loi portugaise pour que mes enfants puissent imputer cette créance de restitution? Là, je répète, on ne parle pas de fiscalité, mais simplement au regard du droit civil, pour qu'il soit reconnu au niveau civil. L'exécution en soi de cette clause au moment du décès ne poserait pas plus de problème puisque les contrats d'assurance vie sont traités hors succession. Maintenant, ça peut poser problème quant à la créance que les nus propriétaires ont sur le capital. Ils auront une certaine difficulté à le faire valoir face à la loi portugaise. Donc, le mieux, c'est que si vous arrivez avec une clause bénéficiaire démembrée, c'est de choisir la loi française comme étant la loi française, ou alors de changer éventuellement cette clause bénéficiaire. Spécifier au cas où il y ait tout type de problème dans l'exécution de cette clause, après, tout dépend de la volonté de la personne, mais éventuellement prévoir qu'en cas de difficulté d'exécution de ces clauses, que le capital passe en pleine propriété au premier bénéficiaire. D'accord. Là-dessus, je voudrais intervenir, pardon de cette intervention, mais c'est quand même des sujets précis et dans mon métier de gestionnaire de patrimoine, on aime bien éviter les ennuis au lieu de les affronter, même si souvent on doit les affronter et essayer de les résoudre. De ce que j'entends et de ce que vous dites et des réponses de Mélanie, moi je pense qu'il faut tout simplement soit enlever cette clause de quasi-usufruit le temps où la résidence des deux serait portugaise, soit alors la renforcer en mettant qu'en cas de problème, en cas d'exécution avec problème, ce serait de la pleine propriété. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement, oui, c'est ce que j'étais en train de faire référence. À ce moment-là, oui, prévoir cette possibilité qu'en cas de difficulté d'exécution, de le passer en pleine propriété c'est des cas où on laisse le quasi-usufruit au conjoint survivant, et éventuellement prévoir
une clause de substitution, c'est-à-dire que dans le quasi-usufruit, donc on transmet le capital à une personne déterminée et les héritiers réservataires ont droit à une créance sur l'héritage de ce premier bénéficiaire, éventuellement faire une clause de substitution en disant que au décès du premier bénéficiaire, le capital restant ira à une personne déterminée. D'accord. Alors, pour mettre une clause où on va dire qu'en cas de difficulté, ça se transformera en pleine propriété, ça, c'est dans le testament qu'on va le faire. Oui. C'est-à-dire je pense que dans le contrat d'assurance, on pourrait faire et le renforcer par le testament. Je vais interroger Maëlle. C'est-à-dire que ce qui est assez facile, c'est de dire à l'assureur que la clause, elle est testamentaire et déposée chez Maître Intel. Donc, on vient vous voir, on dit que voilà, on est dans le cadre du quasi-usufruit, et on dit que en cas de problème ou en cas de contestation de ce quasi-usufruit par l'une ou l'autre des parties, c'est une clause de substitution qui s'applique et qui dit que donc, dans ce cas-là, c'est ou un démembrement, d'accord, ou 80-20, ou pleine propriété pour l'un. Alors là, j'ai une première question à Maëlle, l'assureur. Est-ce que ça, l'assureur va l'accepter tel quel? Et ensuite, Maëlle, j'ai tout de suite une deuxième question. Est-ce que chez vous, on peut mettre dans les clauses bénéficiaires, donc utiliser ce quasi-usufruit pour dire l'usufruit à Madame Intel, la nue propriété à Monsieur Intel avec le privilège d'exercice total pour Madame Intel, et s'il y a une contestation, dans ce cas-là, on passe à telle clause. Voilà mes deux questions. C'est un peu dense, mais voilà, je vous écoute. Alors déjà, deux compléments. Déjà, on peut le mettre dans la clause bénéficiaire. Souvent, on dépose la clause chez un notaire parce que ça concerne plusieurs contrats d'assurance. Et donc, plutôt que de faire évoluer chaque contrat, la clause bénéficiaire de chaque contrat, on préfère centraliser tout ça chez un notaire. D'une part, et deuxièmement, c'est pour avoir les conseils du notaire pour qu'il ait la main sur la clause et qu'il puisse la suivre pendant la vie du contrat. Le quasi-usufruit, alors c'est quelque chose qu'on pratique aisément. Après, ce qu'on n'aime pas, nous, en tant qu'assureur, c'est avoir des différents cas de figure. Donc, ce n'est pas à nous de juger de la bonne exécution, de la facilité d'exécution du quasi-usufruit, et donc que cela soit substitué par une clause de démembrement en pleine propriété. Donc, nous, c'est soit l'un, soit l'autre. Je parle sous le contrôle de Julien, qui est le spécialiste de la clause bénéficiaire, mais nous, on n'aime pas avoir à statuer. Alors, on peut peut-être prévoir dans certains cas un problème avec la justice, à ce moment-là, qui nous ferait basculer dans un démembrement classique, mais nous, on préfère avoir des certitudes. Donc, la clause bénéficiaire, c'est soit du quasi-usufruit, soit de la pleine propriété. Et dans le cas présent, quand on se délocalise, nous, on conseille d'enlever le quasi-usufruit, parce qu'il y a un risque de contestation. C'est ça, et c'est surtout que, une fois, vous, en tant qu'assureur, vous allez délivrer les capitaux en quasi-usufruit, et ensuite, rien n'empêchera le détenteur de la nue propriété de se tourner vers les tribunaux et d'assigner le détenteur de l'usufruit. C'est exactement ça. Le problème, c'est que ça sera a posteriori. On va appliquer la clause telle qu'elle a été rédigée. Et a posteriori, si problème il y a, on sera averti. Et c'est trop tard. Nous, on aura dénoué le contrat. On ne pourra pas faire machine arrière. Donc, moi, ce que je pense, et là, je parle sous le contrôle de Mélanie, et après, je vais vous relaisser continuer le débat, c'est que quand on est dans un pays où le quasi-usufruit n'existe pas, donc en l'occurrence le Portugal, mais ça pourrait être un autre pays où des Français se sont expatriés, je pense qu'il vaut mieux ne pas mettre cette clause ou alors la rédiger différemment, mais sans qu'elle fasse appel au quasi-usufruit, parce que ou alors être prêt à ce que les héritiers assument les problèmes. Alors, quand c'est à la limite une succession entre une mère et ses enfants et que tout va bien dans la famille et qu'il n'y a pas de sujet et qu'il n'y a pas de problème, et j'ai envie de dire à la limite, pourquoi pas, mais quand on sait qu'on est déjà dans un second lit, dans un troisième lit ou dans des choses comme ça, est-ce qu'il ne vaut pas mieux l'enlever et se mettre en conformité avec la loi du sol et la loi de la nationalité? C'est là où, pour moi, le notaire joue tout son intérêt, trouve tout son intérêt. C'est justement le suivi. Si le client a souscrit en France et se délocalise par la suite au Portugal et que la clause est déposée chez le notaire sera forcément au courant et donc il pourra être force de proposition et de conseil. Moi, je suis assez d'accord avec vous, Bernard. Moi, dans ces cas-là, je conseille généralement d'éviter tous les risques et de changer la clause bénéficiaire, d'aller vers quelque chose de 100% reconnu dans le pays de résidence. L'assureur, on va lui soumettre le changement d'adresse,
Mais c'est vrai que c'est difficile pour nous d'aller regarder chaque clause bénéficiaire. Des changements d'adresse, on en fait quotidiennement. D'aller regarder chaque clause bénéficiaire et nous retourner vers le client en pointant un éventuel risque. Donc, c'est vrai que d'où l'intérêt de déposer sa clause chez un notaire. C'est justement, on s'offre finalement ce service de suivi et de bonne exécution dans le pays de résidence. OK. Bon, allez Mélanie, on vous laisse conclure en 30 secondes. Non, en 30 secondes, c'est très simple. Je pense que la matière des successions est assez complexe, c'est très variable. Chaque cas est un cas. Donc, mon grand conseil, c'est de consulter un notaire et pouvoir étudier sa situation concrète de façon à ce que la volonté de chacun soit prise en compte au moment du décès. Super, mille merci à vous tous et à dans 15 jours pour un nouveau point juridique. C'est maintenant au tour de Katharina Monnier qui est venue nous rendre visite pour nous annoncer une belle et grande nouvelle. Et Katharina, c'est à vous, il faut réactiver votre micro. Voilà, Katharina essaye de réactiver le micro. Allez, Katharina, je ne sais pas. Ah, voilà, super, bravo. Bonsoir, Katharina. Bonjour, Bernard. Vous venez nous parler d'une exposition de tableaux, de peintures, de sculptures que vous organisez très bientôt à Sintra avec une particularité, elle est philanthropique aussi et plusieurs artistes y participent assez divers. Allez, je vous donne la parole et je vous laisse nous expliquer. Oui, absolument. C'est une exposition que j'organise, enfin, c'est surtout Anne et Patrice Demestre, à qui appartiennent la galerie qui organise cette exposition. C'est une première dans leur espace d'exposition qui est absolument magnifique à Sintra. Et nous allons donc présenter 7 artistes, 3 artistes portugais, 3 artistes français et un brésilien, qui ont pour certains déjà un parcours international. Il y a donc Chico Gaivota qui est un artiste qui va exposer à la FIAC l'année prochaine et qui fait des œuvres, des sculptures avec des restes de plastique qu'il va chercher sur les plages. Et il y a Catalina Nunes qui est sculpteur, qui est céramiste, qui fait des choses absolument magnifiques et aussi qui est reconnue au Portugal. Sofia Vidilax qui fait de la céramique, qui a un début de carrière. Ensuite, il y a aussi 3 artistes français, Séverine de la Chapelle qui fait un travail magnifique sur papier, Delphine de Malheré qui est photographe et Jules Monnier qui fait de la photographie aussi et de la photocomposition, c'est-à-dire que ce sont des tableaux photos. Et il y a Miguel Miranda de Correia qui est suisse-brésilien, qui est un photographe déjà reconnu, qui a travaillé avec les plus grands, qui a travaillé à New York dans les années 70 et qui fait des photos absolument exceptionnelles, des photos qui ont été présentées à Basel, Miami. Donc, il y a vraiment une très, très belle sélection. Et l'objet, donc, est évidemment de faire vivre les artistes, pour qui ça a été très difficile pendant cette pandémie, et aussi et surtout les bénéfices iront à l'association Crescer Ser, qui est une organisation portugaise qui aide à la réinsertion, à l'aide aux enfants de 0 à 18 ans vulnérables, aussi bien des filles que des garçons, qui existe depuis 1986 et qui essayent de faire tout un travail au travers de leurs 7 centres au Portugal pour réinsérer les enfants au sein de leur famille. Et donc, tous les bénéfices de notre exposition iront pour acheter des ordinateurs dont ils ont grandement besoin et parce que ce qui est très important pour Crescer Ser, c'est aussi d'assurer l'éducation de ces enfants.
Voilà. Donc, ça aura lieu, l'exposition aura lieu du 15 au 17 octobre. Et pour avoir toutes les données sur les artistes et aussi l'adresse, le plus simple, c'est de suivre l'Instagram. Notre Instagram, c'est Sint Art Gallery, SINT.art, ARTGALERY. Là, il y aura toutes les informations. On retrouvera toutes ces informations sur le site de la radio, bien entendu. Alors, vous nous avez dit, c'est du 15 au 17 octobre, l'exposition. Les horaires, ce sont des horaires de classique? Alors, de 3 à 7 heures. D'accord, donc que l'après-midi. Toute l'après-midi, absolument. 15 au 17 octobre, de 15h à 19h. Et juste une dernière question pour nos auditeurs que ça pourrait intéresser. Qu'est-ce qu'ils ont comme gamme de prix s'ils veulent acquérir des œuvres et vous soutenir? Absolument. Alors, ça va de 200 € à 4 000 €. D'accord, donc quelque chose de très très large et on commence sur… Absolument, mais vraiment, le niveau, les artistes ont fait des efforts, la galerie aussi, ce sont des prix vraiment, ils en valent vraiment la peine parce que, et surtout, ils vont exposer dans des foires. Je pense que c'est très… Allô? Oui, ça a coupé. Oui. Je pense que la qualité des artistes, leurs œuvres, vaut vraiment la peine d'aller jusqu'à Sintra. En plus, le lieu est magnifique, c'est dans un parc, c'est une galerie qui a appartenu à un artiste portugais très, très connu dans les années 80. Voilà. Super, merci beaucoup Katharina. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous dit à très bientôt et bien sûr, on viendra tous vous supporter, vous soutenir et voir cette magnifique exposition. Merci. Eh bien, au revoir. Merci. Au revoir. Et maintenant au tour de Bruno Jacquet qui nous a rejoint. Bonsoir Bruno. Bonsoir Bernard. Et ce soir, vous allez alors être très positif et nous parler de la reprise en nous disant la reprise est là. Exactement, la reprise est là et c'est un point important puisqu'on a eu une crise sans précédent. Donc, il y avait quand même une incertitude sur cette reprise et à quoi elle allait ressembler. Il faut voir qu'on n'avait pas vécu de crise sanitaire et économique aussi importante depuis qu'il y a des données historiques sur l'économie. Et cette fois-ci, en plus de cela, les États sont intervenus massivement, donc les gouvernements, mais également les banques centrales, pour essayer de préserver l'appareil productif, qui est une stratégie un petit peu nouvelle qui n'avait pas forcément été mise en place par le passé. Et on se retrouve dans cette situation aujourd'hui où les entreprises ont un moral au beau fixe, les ménages ont une épargne importante, puisque une partie des soutiens qui ont été mis en place au cours des dernières années sont venus directement dans leur poche et tout n'a pas été dépensé. Donc, il y a encore une capacité de consommation importante des ménages. Et puis, on continue d'avoir des taux d'intérêt très, très bas et du soutien public qui permet donc de tenir cette croissance, qui permet d'avoir une progression des chiffres du PIB de manière tout à fait notoire. Et les bénéfices des entreprises, bien entendu, qui suivent ce cycle-là, qui sont en très forte hausse. L'autre point important de cette reprise qui est là aujourd'hui, c'est qu'elle se fait avec une inflation assez forte. Et vous l'avez régulièrement mentionné dans cette émission, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, on se retrouve dans une situation où tout a réouvert d'un coup. Donc, on a des pénuries sur certains produits, comme les semi-conducteurs. On a des goulets d'étranglement dans certains ports. C'est vrai en Chine, c'est vrai aussi aux États-Unis. On a des hausses de salaire aussi assez spectaculaires sur certains segments. Récemment, on a eu Nike ou FedEx qui ont annoncé des hausses de salaire. On a également en France, par exemple, une pression pour trouver des nouveaux travailleurs dans la restauration, donc une pression aussi salariale sur ce côté-là. Ceci dit, sur la partie inflation, je tends un petit peu à minorer ce point, c'est-à-dire que
Le vocabulaire est ainsi fait, c'est qu'on n'a qu'un seul mot pour définir plusieurs sortes de thématiques derrière, et notamment l'inflation, qui est aujourd'hui très forte, mais qui n'est pas, à mon sens, durable, dans le sens où cette hausse des salaires qui est très visible aujourd'hui, elle n'est pas généralisée à l'ensemble de l'économie. Et c'est vrai que si on regarde la hausse des salaires en général, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on est plutôt aux alentours de 3,5%, ce qui fait qu'en réel, c'est-à-dire en enlevant les effets de l'inflation, on ne se retrouve pas avec une progression du pouvoir d'achat des ménages. Donc voilà, la reprise est là, elle n'a jamais été aussi forte. Et en même temps, on commence à avoir quelques risques économiques qui s'accumulent. Et c'est ce point-là qui intéresse aujourd'hui les investisseurs et les spécialistes. Finalement, c'est de voir que cette normalisation de la croissance, elle était un petit peu anticipée. On n'espérait pas avoir une croissance à 2 chiffres pendant très longtemps. Mais à l'inverse, la décélération qu'on est en train de percevoir depuis quelques mois, vraisemblablement, elle avait été sous-estimée. C'est-à-dire qu'on a une croissance qui est proche de 0 en Chine à l'heure actuelle, qui est liée à des effets particuliers, au ralentissement du crédit voulu par les autorités chinoises et la chute du marché immobilier qui est liée. On a aussi des entreprises, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui hésitent à augmenter leurs tarifs ou à absorber ces hausses de prix en compressant leurs marges. À mon sens, la logique économique voudrait qu'elle répercute ces hausses de prix sur le consommateur final, puisqu'aujourd'hui, on en a parlé en introduction, les consommateurs aux États-Unis et en Europe ont du pouvoir d'achat puisque leur épargne a augmenté durant la période de confinement. Mais c'est vrai que cette perception de l'inflation, si donc elle se répercute sur les prix finaux, pourrait freiner les consommateurs et venir finalement un petit peu gréver cette reprise. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans un scénario où il y a eu une très forte reprise, mais où on commence à craindre un petit peu ce ralentissement dans cet environnement inflationniste, donc la fameuse stagflation, stagnation de l'économie et inflation. Les banques centrales, dans cette reprise incroyable, doivent finalement un petit peu essayer de souffler le chaud et le froid. C'est ce qu'elles essayent de faire en ce moment, de recalibrer leur politique monétaire. Il y a des grands débats aujourd'hui au sein des conseils de politique monétaire un peu partout dans le monde, à savoir est-ce qu'elles souhaitent finalement normaliser leur politique, comme l'a fait par exemple la Banque de Norvège, qui a réaugmenté ses taux directeurs, ou est-ce qu'elles souhaitent gagner encore un petit peu de temps et laisser les taux durablement bas, continuer à imprimer beaucoup de monnaie, comme elles le font depuis le début de la crise, ou est-ce que voilà, elles essayent de revenir à quelque chose de plus normal, et dans ce cas-là, un soutien moins puissant. Et c'est ce qu'on a commencé à voir sur le marché obligataire ces derniers temps, qui pour moi est assez intéressant. C'est-à-dire que les taux longs ont ont continué à augmenter sur les dernières semaines. Et pour le coup, ils n'ont pas augmenté en lien avec des craintes inflationnistes comme on avait eu en début d'année. Si vous vous rappelez, entre janvier et mars, les taux avaient commencé à monter, notamment sur le 10 ans, parce qu'on anticipait davantage d'inflation. Cette fois-ci, les taux sont montés juste parce que les banques centrales ont communiqué sur le fait qu'elles pourraient durcir un petit peu le ton. Et on le voit, du coup, ça a créé beaucoup de secousses sur les marchés financiers. Donc, à mon sens, il y a une question qui reste ouverte, savoir est-ce que les banques centrales durcissent le ton pour un petit peu tester les choses, mais au final, elles savent qu'elles ne peuvent pas faire elles ne peuvent pas normaliser autant qu'elles le voudraient, sinon les taux vont monter trop fort et l'économie va vraiment ralentir. Ou est-ce qu'elles ont véritablement le sentiment que les économies sont en capacité d'absorber une politique monétaire beaucoup plus difficile, avec moins d'injection de liquidité et des taux d'intérêt plus élevés. Donc, on se retrouve dans cet environnement-là. En termes d'investissement, nous, on se positionne toujours sur une reprise en K. C'est-à-dire, finalement, si vous vous rappelez, cette reprise en K, peut-être c'est un terme un peu barbare, mais c'était juste de dire que durant la reprise, il y a une partie de l'activité économique qui allait rebondir très fortement, qui allait faire la branche haute du K, et une autre qui allait repartir assez rapidement à la baisse, parce qu'il y avait des défis structurels à affronter et que certains secteurs allaient avoir beaucoup plus de mal. Donc, typiquement, dans la partie haute de cette reprise économique, on allait retrouver les semi-conducteurs dont on a parlé, mais la technologie en général. On allait retrouver aussi tout ce qui est gaming,
y compris tout ce qui est santé, tout ce qui est matières premières, notamment pour l'électrification des véhicules et la digitalisation. Et puis sur la branche basse, les secteurs qui sont un peu plus souvent malmenés. On avait parlé des bancaires la dernière fois avec l'aplatissement de la courbe des taux, mais aussi le voyage, le tourisme, tout ce qui est lié aux compagnies aériennes. Et donc, ça, c'était déjà un petit peu vrai avant la crise du Covid. Ça s'est vraiment exacerbé pendant la crise. Et aujourd'hui encore, on voit que cette différence entre ces deux parties de l'économie est très visible. Et typiquement, en tant qu'investisseur, nous, on continue à se positionner sur voilà, la partie qui profite structurellement du changement économique, donc tout ce qui est lié à l'informatique, la digitalisation, la cybersécurité, le gaming, et puis le healthcare, donc la santé, qui tient aussi, qui devrait très bien tenir dans cet environnement-là. Sur la seule branche du cas où on est plus positif, mais c'est plus un effet tactique, c'est finalement sur la partie des compagnies aériennes, où on commence à voir finalement un rebond de l'activité touristique. Pas encore complètement des voyages d'affaires, mais c'est en train de se réveiller un petit peu après plus de 18 mois de léthargie. Et là, pour le coup, les compagnies de ce secteur-là sont vraiment très, très bon marché. Et donc, sans dire qu'on va revenir à quelque chose de normal comme avant la période de Covid, en tout cas, c'est vrai que les compagnies aériennes pourraient tirer leur épingle du jeu dans les 3 mois qui nous séparent de la fin de l'année, dans cette branche basse du CAC qui viendrait un peu compléter la partie structurelle qu'on a sur la partie haute. Et donc, voilà, sur les secteurs qui sont très bien positionnés de manière… Alors, deux questions. Sur les compagnies aériennes, il ne faut pas se méfier quand même d'augmentation de capital surprise qu'ils pourraient avoir parce qu'elles ont toutes été très fortement malmenées quand même. Oui, ça c'est vrai, je suis complètement d'accord avec ce point-là. Cette augmentation de capital, effectivement, elle serait surprise, même si voilà, alors, il y a pas mal d'investisseurs qui s'y attendent quand même un peu, notamment parce que les États aussi ont mis beaucoup d'argent sur la table pour venir soutenir ces compagnies aériennes. Et aujourd'hui, ils ont un poids important dans les prises de décision de ces compagnies. Donc, effectivement, ça pourrait venir gréver un petit peu les bonnes surprises sur le rebond du tourisme. Mais c'est vrai qu'en termes de performance boursière, si on regarde l'évolution du nombre de touristes dans le monde et la performance relative de ce secteur par rapport au marché, on voit qu'il y a une très bonne relation entre les deux. Et comme les touristes reprennent davantage l'avion, je ne serais pas surpris que ça performe bien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on commence à voir sur les 2-3 dernières semaines. Le marché a eu beaucoup de difficultés, mais au final, les compagnies aériennes ont bien tenu, le tourisme aussi. C'est pas que l'environnement est ultra porteur, mais c'est que les mauvaises nouvelles, pour moi, sont déjà largement dans les cours. D'accord. Méfions-nous, mais ça peut être un investissement différent et un peu contrariant par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. D'accord. Et là-dessus, tout le secteur où il faut faire très, très attention où on met les pieds, où privilégier les États-Unis, privilégier l'Europe, les grandes compagnies européennes. À la limite, privilégier celles où l'État est dedans parce qu'il y a une espèce entre guillemets, de garantie, encore que comment on fait un petit peu son travail de sélection là-dedans? Ouais, c'est un bon point aussi. Alors nous, on avait essayé de privilégier les compagnies qui profitent déjà, en tout cas, des vols intérieurs aux grandes zones, c'est-à-dire les vols intra-européens et intra-américains. Ça, c'est des compagnies qui profiteront en premier de ce rebond de l'activité. Après, sur la partie touristique, les compagnies transatlantiques, là, elles sont bien connues, notamment aux États-Unis avec Delta ou en Europe avec Air France et j'en passe. Je cite celle-ci parmi tant d'autres, mais elles devraient aussi continuer à profiter. Celles qui vont souffrir le plus, vraisemblablement, sont celles qui sont beaucoup plus liées au voyage d'affaires, qui risquent de repartir un peu plus tardivement. Et aussi, dans ce grand secteur-là, on peut aussi un petit peu déborder et aller voir sur des compagnies qui offrent des services aux aéroports et pas uniquement les compagnies aériennes. D'accord. Alors, vous avez parlé de votre cas et dans la branche basse du cas, vous avez fait état des bancaires. C'est exactement ce qu'on constate, puisque, pas de dire de bêtises, mais je crois qu'elles sont sur les prix de 2015. Et par contre, il y a 15 jours, quand on a parlé, vous aviez plutôt l'air favorable au secteur bancaire.
Oui. Donc là, vous pensez que les banques vont rester dans cette partie basse du cas et il ne faut pas trop s'en intéresser ou il ne faut pas trop s'en intéresser maintenant, ou qu'elles peuvent être une sorte d'exception et passer petit à petit dans la partie haute? Alors, on reste confortable sur les bancaires, mais c'est vrai que probablement le potentiel de surperformance est moindre que sur les compagnies aériennes et tout ce qui est lié au tourisme. Et c'est pour d'ailleurs cette raison-là que sur purement ce secteur-là, on privilégie des stratégies un peu plus fines que uniquement d'acheter les bancaires, et notamment de construire des stratégies avec des produits structurés. Mais on reste positif sur les bancaires, et notamment, en tout cas, tant que la courbe des taux est positive, comme on en avait discuté il y a quelques semaines, effectivement, elle devrait continuer à bien se tenir, et c'est ce qui s'est passé aussi ces dernières semaines. Malgré le fait que le marché ait reculé un petit peu, elles se sont plutôt bien tenues parce que elles sont avec des niveaux de valorisation extrêmement faibles. Et là aussi, dans cette branche du CAC, une partie des mauvaises nouvelles est déjà dans les cours. Donc, on reste confortable sur les bancaires avec des stratégies vraiment prédéfinies, très fines, alors que sur le secteur des compagnies aériennes, à mon sens, la plupart d'entre elles devraient en profiter si on voit ce rebond des touristes dans les chiffres globaux. Et là, pour le coup, c'est une stratégie à beaucoup plus court terme, vraiment pour la fin de l'année. D'accord. Et alors, là, ce sera ma dernière question. Bon, la reprise est là, les choses se passent bien, on n'a rien à craindre pour l'économie. Ça ne veut absolument pas dire que la bourse va bien aller. On a déjà connu des périodes où en économie, allez, je ne veux pas dire c'est l'euphorie, mais tout se passe bien, tout est plutôt tranquille, rien à craindre de ce côté-là, mais non, on a des petits cracks, on a des baisses, on a des marchés qui ne montent pas et tout. Donc, est-ce qu'on n'a pas à avoir peur de ça aussi? Oui, ça c'est un bon point, et l'économiste que je suis va avoir du mal à être très franc là-dessus, mais soyons honnêtes, dans ce type de marché, le cycle économique n'est pas l'élément prioritaire. Très clairement, ce qui compte vraiment dans cet environnement-là, c'est que les valorisations qui sont aujourd'hui assez élevées sur une grande partie des secteurs, à part les quelques secteurs qu'on a mentionnés qui sont peu chers, l'idée c'est vraiment de maintenir ces niveaux de valorisation à un niveau élevé, peu importe le cycle économique, et pour ça, il faut maintenir la confiance des investisseurs, sans quoi on peut se retrouver avec effectivement un cycle économique porteur, des bénéfices en hausse, et malgré tout, un marché qui chute juste parce que les niveaux de valorisation baissent. Donc effectivement, l'analyse économique est utile, mais dans ce type de marché, ce n'est pas la chose prioritaire qu'on doit regarder. Et pour rebondir sur cette question, moi j'aime bien aussi regarder finalement est-ce que les banques centrales vont continuer à injecter des liquidités ou pas. Et dans les analyses que nous avons menées ici, alors à la fois sur la partie économique et quantitative, mais aussi sur la partie du comportement des investisseurs et de l'être humain, enfin de l'homo economicus, si je peux parler en règle générale, on se rend compte que depuis en tout cas quelques années, presque une décennie, on n'est pas du tout prêt à accepter des creux de cycle. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain et qu'investisseur, on voudrait tout le temps être en haut de cycle, donc en haut de cycle économique, en haut de cycle boursier, etc. Et en fait, dès qu'il y a la moindre crise, on intervient de manière vraiment très énergique. Ça a été le cas pendant la pandémie de Covid-19, où on a décidé de confiner l'économie mondiale. Ça a été le cas également sur les politiques monétaires, où on a injecté des centaines et des milliers de milliards pour soutenir l'économie. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, à mon sens, le niveau de dette est tel qu'on ne peut pas vraiment laisser remonter les taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt remonte, la charge de la dette sera vraiment, vraiment très lourde. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation où les banques centrales ne sont plus véritablement indépendantes, comme ça pouvait être le cas dans les 50 dernières années. Et aujourd'hui, si les gouvernements décident d'émettre de la dette supplémentaire, les banques centrales sont un petit peu condamnées à l'acheter, sans quoi les taux montent, et dans ce cas-là, on repart en récession ou en tout cas en crise économique. Et ça, pour moi, c'est vraiment un point important. Merci beaucoup, Bruno. On verra si l'avenir vous donne raison. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Vous êtes simple, vous êtes clair, vous êtes précis, et vous nous donnez l'impression d'être, nous aussi, des économistes. Merci beaucoup. Merci Bernard. Un plaisir d'être avec vous. C'est maintenant au tour d'Elisabeth Horvat, notre agent immobilier. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Bernard.
Comment ça va? Ça va et vous? Oh là là, vous êtes en plein soleil, vous nous donnez envie. Eh oui. Alors, de quel projet êtes-vous venu nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, Bernard, on va parler de Palmela. Pour vous situer un petit peu, ça reste de l'autre côté du pont, 25 avril, à environ 40 minutes de Lisbonne, toujours avec des accès bien faciles. Dans quelle direction? C'est dans la direction de Setúbal? Tout à fait. D'accord. Et donc, comme je disais, avec des accès faciles qui sont la A2 et la A33. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un immeuble qui est en cours de construction avec 6 appartements dans un quartier résidentiel qui sont à vendre. D'accord. Alors, dites-nous tout. Alors, nous avons donc au centre-ville de Palmela, il faut connaître que Palmela est une zone très noble, donc de vin, car nous avons du bon vin ici au Portugal, et de fromage. Nous avons également à Palmela, pour la petite histoire, la fête médiévale qui se produit au Castelo de Palmela. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y a une communauté française installée? Oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Et là, donc, c'est un immeuble avec 6 appartements, donc c'est une construction nouvelle. De Palmela, on a une vue sur la mer, on est au bord de la mer. Alors, de Palmela, cette construction se trouve avec… c'est en centre-ville, donc on n'a pas une vue dégagée, mais si on remonte un petit peu le point, on voit tout Lisbonne d'un point justement très connu qui est sur le Windlove, à côté du Castelo de Palmela. D'accord. Et Palmela, c'est à combien de kilomètres de la mer ou à combien de temps de la mer? Combien de temps en voiture il faut pour aller à la mer? Alors, on peut redescendre de l'autre côté, donc à Setúbal, puisqu'on a toutes les plages de Setúbal, qui bien sûr, dont une qui a été élue la plage la plus belle d'Europe. Et vous avez, on va parler d'environ une quinzaine de minutes. On peut aussi accéder. Une quinzaine de minutes, oui, donc c'est très très bien. Et pour Lisbonne, 3 quarts d'heure, 40 minutes, 45 minutes? Allez, on va dire 40 minutes. 40 minutes, très bien. Alors, qu'est-ce qui fait que la vie est douce et belle là-bas? Alors, qu'est-ce qui fait que la vie est douce et belle? Déjà parce qu'on a une grosse concentration sur Lisbonne, donc vu les prix du mètre carré, comme on le sait actuellement, explosent. Donc, on a une communauté de Français qui aiment beaucoup ce côté à Palmela, puisque nous avons la Serra da Rábida, donc côté très nature, côté très verdoyant, donc qui est un côté assez agréable de vie. Et ensuite, vous avez aussi le prix un petit peu qui est bien naturellement plus accessible. D'accord. Il faut s'attendre à quoi comme prix pour un appartement avec 2 chambres à coucher? Alors, nous avons donc des rez-de-jardin avec des T2 et T3. Nous sommes au premier prix de 180 mètres. Non, excusez-moi. 180 000 €, donc pour le petit T2 au rez-de-chaussée. Donc T2, 2 chambres à coucher. Tout à fait. D'accord. Il faut juste préciser pour nos auditeurs, parce que quand on parle en France de T2, on parle d'un 2 pièces. Quand on parle au Portugal d'un T2, on parle de 2 chambres à coucher, donc d'un 3 pièces. Tout à fait. Voilà. Donc 180 000 € pour un rez-de-jardin avec 2 chambres à coucher. Exactement. Et là, il y a un petit espace extérieur, un petit jardinet qui maintenant, avec la tendance, si je puis me permettre, du Covid, les gens veulent un petit espace extérieur. Donc, on a un jardin de 70 mètres carrés privatisé. C'est super ça. OK. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter pour donner envie déjà aux Français d'aller visiter Palmela et d'aller voir? Peut-être qu'ils trouveront chaussures à leurs pieds. À un moment, on boit bien. Vous m'avez dit qu'il y a du vin? Alors oui, on boit bien, il y a du vin. On a pas mal de propriétés qui sont de ce côté-là. Propriétés qu'on peut visiter, dans lesquelles on peut aller se rendre, qui font de la vente sur la route comme ça, de la vente aux particuliers, de la vente sur place? Tout à fait. Elles sont accessibles au public. Donc, vous avez les propriétés avec la production de vin, dégustation de vin, bien sûr, et de fromage. Et ensuite, vous pouvez acheter du vin naturellement. OK. Écoutez, c'est super. Bon, nous, on va vous laisser. Sur le site, on aura un petit peu ces idées de Palmela. Et toujours, si des auditeurs sont intéressés, ils pourront prendre contact. Merci bien beaucoup. Sûr. Merci Bernard. À très bientôt. Passez une très bonne fin de soirée. Au revoir. Merci, vous aussi. Au revoir Bernard. Et c'est maintenant au tour de Bruno Zaraya qui, comme d'habitude, va clôturer cette émission. Alors, aujourd'hui, comme la fois passée, on ne va pas se concentrer sur une valeur, même si on aurait bien aimé, mais plutôt sur un secteur qui fait intervenir plusieurs valeurs, l'automobile avec un grand A.
Allez, pour vous lancer dans la course, deux valeurs desquelles on a déjà parlé, sur lesquelles on s'est déjà arrêté. Renault, notre champion tricolore, et puis Valeo, une valeur que je sais que vous aimez bien et qui, malheureusement, pour l'instant, ne vous rend pas l'amour que vous lui portez. Alors, Bruno, l'automobile, ça vous dit quoi? Vous voyez quoi? Bonsoir Bernard, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, moi, on discutait, j'étais en effet intéressé par l'automobile parce que c'est un secteur qui est important pour l'économie. C'est un secteur qui est, je dirais, privilégié ou en tout cas aidé par les différents plans de relance pour la partie industrielle, pour la partie main-d'œuvre, pour la partie relance. Donc ça, c'est important. Et ça m'inspire notamment parce que je trouve que c'est un bon pouls pour l'économie. En général, on dit que quand l'automobile va bien, un peu comme la construction, c'est un bon indicateur de confiance. Et l'automobile nous a donné quelques nouvelles ces derniers jours. On a eu Faurecia, qui est un fournisseur de composants, un peu comme Valeo d'ailleurs, qui a annoncé il y a une dizaine de jours que leur production n'était pas si en berne que ça et que finalement, malgré les pénuries de composantes, ils arrivaient à s'en sortir. Et puis surtout, on a eu BMW hier, qui a annoncé que ces résultats seraient supérieurs aux attentes, avec une production certes inférieure, mais des marges supérieures. Or, l'automobile, c'est un secteur qui est un peu sous pression depuis quelques mois. Alors, pas forcément par rapport à la baisse des ventes, mais plus par rapport à la difficulté des différents constructeurs à s'approvisionner en composants. Les composants sont les puces électroniques, c'est que dans une voiture aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'électronique qu'il y a quelques années. On le voit par exemple par la caméra de recul, par rapport à différents secteurs qui sont très demandeurs de technologie. Et avec en fait la crise du Covid l'année dernière, on a beaucoup d'usines qui, ayant fermé pendant 1 ou 2 mois, ça a généré une crise de production et d'approvisionnement. Donc, en fait, si vous voulez, le problème dans l'automobile, ce n'est pas un problème de demande. D'ailleurs, si vous, auditeurs, auditrices, si vous allez chez votre concessionnaire pour acheter une voiture, il ne va pas vous dire, j'en ai une sur le parking là, il va vous dire, il faut 1 mois, 2 mois, 4 mois, 5 mois, parfois 1 an d'attente pour avoir sa voiture. Donc, on voit qu'il y a une vraie pression sur la production. Et ce qui se passe, et c'est un peu la crainte qu'on pouvait avoir, face à une baisse de la production, est-ce que les différentes structures, compagnies automobiles allaient réussir à répliquer la hausse des prix, allaient réussir à conserver leur marge? Or, alors on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est intéressant que BMW communique dans ce sens-là hier. Pour l'instant, il semblerait qu'ils réussissent à maintenir une production somme toute assez élevée, et puis surtout, ils ont réussi à conserver leur marge, voire à les augmenter. Ça veut dire qu'en fait, ils payent plus cher les composants, mais ils arrivent à répercuter la hausse de ces prix sur le prix de l'automobile. Et donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça montre en effet qu'un des vecteurs d'inflation est bien présent aujourd'hui. Quand vous réussissez à répliquer la hausse des prix des composants sur le prix de l'automobile et que vous avez toujours des acheteurs, c'est que quelque part, le cycle est plutôt vertueux, en tout cas pour l'instant. Et donc, ça devrait probablement aider ce secteur dans les prochains mois, ou en tout cas rassurer les investisseurs qui, depuis quelques semaines, avaient mis un peu la pression sur le secteur globalement, parce que justement, face à la baisse des productions et face à la baisse des composants et de leur disponibilité, il y avait une peur sur ce secteur globalement. Ok, alors, comment est-ce que ça se traduit tout ça? Donc, aujourd'hui, on a une production qui est plutôt ralentie, qui est plutôt faible. En tout cas, on est très, très loin des records de production d'automobiles. Donc, on produit moins d'autos. On a une demande. Comment elle est la demande d'ailleurs? Elle est stable, elle est plutôt en hausse au niveau de la demande est assez forte. La demande est assez forte parce qu'elle a été beaucoup aidée par les différents plans de soutien, notamment, vous savez, il y a eu beaucoup d'aides pour acheter des voitures ou autres. Aujourd'hui, elle est plus aidée pour acheter des voitures électriques ou des voitures entre guillemets bien pour l'écologie ou meilleures pour l'écologie. Je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment, mais en tout cas, c'est ce qui est véhiculé ou préconisé par les différents États. Et donc, en fait, il y a une demande qui est assez importante. C'est-à-dire que encore, je le répète, c'est-à-dire qu'il y a pas la demande ne s'est pas écroulée, c'est juste que les délais de livraison ont eu tendance à augmenter et qu'aujourd'hui, il faut être plus patient quand on va avoir sa voiture, quand on veut. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que bien souvent, non seulement il faut être plus patient, mais par exemple, si vous avez commandé une voiture avec, je dirais, 25 options, vous pourrez récupérer une voiture avec 12 options et peut-être pas les mêmes que vous avez commandées. Et les gens l'acceptent parce qu'il y a tellement de délais, tellement de tensions que finalement, c'est plus sur les options où parfois il y a des tensions et parfois des difficultés pour avoir le modèle qu'on a commandé ou que l'on souhaitait. Mais pour l'instant, quand vous voyez les différentes marques de luxe, que ce soit BMW ou Daimler ou autre, la production et je dirais la demande se tient très bien. On l'avait déjà vu avec Tesla, cela dit, qui est une entreprise assez atypique et dans sa valorisation, pour le coup, est assez chère selon nous, et dans la construction de sa gamme.
parce que là où ils avaient, je dirais, des avantages compétitifs très, très, très importants, on constate aussi que ces avantages ont tendance un peu à diminuer. Le gros avantage Tesla, il faut être clair, c'est l'autonomie de sa batterie. Mais aujourd'hui, des Daimler, voire des BMW, arrivent à commencer de plus en plus compétitifs sur les batteries. Et comme ils sont très compétitifs sur, je dirais, l'ossature de la voiture, l'aérodynamisme, le modèle, etc., on arrive à avoir de plus en plus de compétition sur ce secteur où la demande est très forte. Il y a beaucoup de demandes sur la partie automobile, ce qui est assez incroyable. Hein. Moi, je suis le premier surpris parce que quand on voit dans les différents centres-villes, on fait la chasse à l'automobile. C'est assez incroyable que les gens souhaitent ça. Mais finalement, post-confinement, ça a été un secteur qui a été très prisé parce que les gens souhaitaient avoir leur liberté. Et donc, beaucoup d'entre eux, beaucoup d'acteurs, ont préféré acheter une voiture pour se dire, si jamais demain il y a un nouveau confinement, hop, on est autonome et on n'est pas en attente du train, du car, de la voiture ou autre qu'on pourrait louer. Ok, donc c'est un secteur qui est à vos faveurs aujourd'hui. C'est un secteur que l'on regarde parce que c'est un secteur en fait qui implique beaucoup d'autres secteurs. Par exemple, si l'automobile va bien, les producteurs d'acier se portent mieux aussi parce que plus on produit d'automobile, plus on va vendre d'acier. Et des aciers qui sont assez chers parce que l'automobile aujourd'hui est très consommatrice d'énergie, parce que c'est un secteur qui est très consommateur d'emplois, donc ça veut dire aussi que c'est important pour l'activité économique. Et donc nous, ce n'est pas le secteur qui a le plus nous faveur dans le portefeuille, mais par rapport à notre lecture des risques, où on n'identifie pas de risque aujourd'hui dans nos balises, dans nos outils, on regarde sur la valorisation et on a comme ça 2-3 idées qui nous plaisent bien au niveau automobile, que ce soit sur l'automobile ou sur les producteurs de composants. Très bien. Eh ben, ce sera le mot de la fin, Bruno. Merci beaucoup. Comme d'habitude, on finit un peu en retard. On s'en excuse auprès de toutes et de tous. Et on vous dit à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. La French Radio. Portugal.